Guinée équatoriale, le chef de l'opposition a dénoncé l'incarcération des prisonniers politiques malgré l'amnistie générale décrétée le 4 juillet dernier par le président Teodoro Obiang Nguema. Au Niger, les 22 acteurs de la société civile poursuivis pour organisation de manifestations interdites étaient mardi devant le tribunal de grande instance de Niamey. 3 ans de prison ont été requis contre 3 figures majeures. Et puis au Mozambique, 4 personnes ont été tuées puis décapitées le week-end écoulé. C'était au cours d'une attaque imputée au groupe islamiste qui sème la terreur depuis plusieurs mois dans le nord du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Guinée équatoriale, le chef de l'opposition a dénoncé l'incarcération des prisonniers politiques malgré l'amnistie générale décrétée le 4 juillet dernier par le président Teodoro Obiang Nguema. Cette amnistie générale, on se souvient, avait été décrétée en prélude à un dialogue national annoncé par le chef de l'État. Les détails. Les prisonniers politiques sont toujours incarcérés, et ce malgré le décret pris par le président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema le 4 juillet dernier. La loi en question prévoit l'amnistie totale pour les prisonniers politiques. Un texte qui, selon Gabriel Nse-Obiang, leader du Parti citoyen pour l'innovation, n'est pas mis en application par le gouvernement. L'opposant affirme qu'une trentaine de militants de ce parti, toujours emprisonnés, attendent encore leur libération et demandent une explication au gouvernement. Le président Teodoro Obiang Nguema avait décrété à la surprise générale le 4 juillet dernier une amnistie totale en faveur de tous les prisonniers politiques et de tous les opposants condamnés ou interdits d'activité. La mesure a été prise par le chef de l'État avant un dialogue national qu'il a lui-même convoqué du 16 au 21 juillet avant de permettre une large participation de tous les acteurs politiques à cette rencontre. L'amnistie était l'une des principales conditions posées par l'opposition et la diaspora pour prendre part à ce dialogue national. En février, l'Union européenne s'était inquiétée de la forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale, petit pays pétrolier d'Afrique centrale, dirigé par Teodoro Obiang Nguema depuis 1979. En bref, en Guinée-Bissau, les fonctionnaires ont marché ce mercredi dans la capitale Bissau pour exiger du gouvernement une hausse du salaire minimum et de meilleures conditions de travail. La marche a réuni environ 1 millier de personnes à l'appel de l'UNTG, la centrale syndicale la plus représentative du pays. L'UNTG réclame un relèvement du salaire minimum de 19 200 francs CFA à 59 000 francs CFA. Le syndicat juge inacceptable que le gouvernement augmente les salaires des ministres et députés alors que les fonctionnaires de l'État traînent des salaires de misère. Il faut dire que les salaires des députés sont passés de 650 000 francs CFA à 850 000 francs CFA fin mai dernier selon des sources parlementaires, mais une augmentation salariale des ministres n'a pas été officiellement confirmée. Au Niger, les 22 acteurs de la société civile poursuivis pour organisation d'une manifestation interdite ont comparu mardi devant le tribunal de grande instance de Niamey. Le ministère public nigérien a requis 3 ans de prison contre 3 figures majeures. Ces acteurs étaient détenus depuis le mois de mars dernier. On fait le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Le procès qui s'est tenu sous haute surveillance des forces de l'ordre postées tout autour et à l'intérieur du palais de justice a duré près de 15 heures d'horloge. La mobilisation des citoyens, acteurs de la société civile et politique était aussi grande. Dans la salle d'audience, les débats ont été courtois mais souvent houleux lorsque pendant plus de 2 heures de temps, l'un des accusés, Nou Arzika, a battu en brèche toutes les accusations dont ils font l'objet et dit tout ce qu'il pense du régime du président Issoufou Mahamadou qu'il qualifie de dictatorial. Au terme de son réquisitoire, le procureur a requis 3 ans de prison ferme et 100 000 francs d'amende pour les 3 leaders, 1 an de prison ferme avec 100 000 francs d'amende pour une vingtaine de prévenus et 2 relax. L'un des avocats des acteurs de la société civile, Maître Boudal Mouloul et Fred, pense que le juge dira le droit en relaxant leurs clients lors du délibéré du 24 juillet prochain. Ce procès a un objectif politique assigné au pouvoir judiciaire. C'est au pouvoir judiciaire de porter haut la fierté d'être magistrat. Nous avons fait notre part
de l'histoire, il appartient au juge de l'audience de faire sa part de l'audience en âme et conscience et conformément aux dispositions de l'article 118 de la Constitution qui dit que les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi. C'est difficile de résister, mais nous avons appelé les magistrats à résister et je pense que nous n'avons pas de bonnes raisons de douter de l'intégrité de nos magistrats. Pendant tout le temps qu'a duré le procès, les citoyens étaient mobilisés devant le tribunal dont l'accès a été interdit faute d'espace à l'intérieur. Ils croient en la justice et à la relaxe de leurs camarades, à moins qu'ils ne soient des otages du régime de Niamey, comme le souligne Moukela Alidou, acteur de la société civile. Nous souhaitons quand même que le droit puisse être dit. Nous avons voulu, en tout cas c'était ça notre souhait, que le juge puisse prendre son courage à main pour délibérer sur le siège. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Nous allons nous plier à sa décision qui nous renvoie au 24 et Inch'Allah, le 24 nous serons là. Et nous allons demander également à la population de Niamey de se mobiliser, de se présenter comme aujourd'hui. Le 24, nous allons venir en tout cas prendre le sort par rapport en tout cas à ces différents judiciaires qui nous lient, nous société civile, j'allais dire nous peuple nigérien, avec le régime dictatorial de Issoufou Mahamadou. Devant le parquet, les accusés qui sont passés à la barre ont tous réaffirmé leur détermination à poursuivre la lutte, quel qu'en soit le verdict. Pour eux, ce n'est plus une question de loi des finances, mais plutôt de la sauvegarde des acquis démocratiques. Au Sénégal, les avocats de deux opposants condamnés pour corruption, le maire de Dakar, Khalifa Sall, et l'ancien ministre Karim Wade, ont accusé le pouvoir d'instrumentaliser la justice. Ceci dans le but de les éliminer de la course à l'élection présidentielle qui doit se tenir en 2019. Reportage. Les avocats de Khalifa Sall et Karim Wade fustigent le pouvoir sénégalais. Ils l'accusent d'instrumentaliser la justice pour éliminer ses adversaires de la course à l'élection présidentielle de 2019. Des accusations que réfute le pouvoir du président Macky Sall, se défendant de toute implication dans les poursuites visant ces deux opposants et affirmant avoir laissé faire la justice. Le procès en appel du maire de la capitale se poursuivait à Dakar en présence de la défense qui avait quitté la salle lundi après-midi pour protester contre le rejet de ses demandes de renvoi. Khalifa Sall a été condamné le 30 mars dernier à 5 ans d'emprisonnement pour détournement de fonds publics. Tant que sa condamnation n'est pas définitive, il peut se présenter en 2019 face au président sortant, selon des juristes. Quant à Karim Wade, fils et ex-ministre de l'ex-président Abdoulaye Wade, il a été condamné en 2015 à 6 années de prison ferme, à plus de 210 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite et à la confiscation de tous ses biens. Un verdict confirmé en appel en août 2015, mais il a bénéficié d'une grâce présidentielle en juin 2016 et vit depuis à l'étranger. Pour ses avocats, il s'agit d'une radiation déguisée de Karim Wade des listes électorales. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a nommé un nouveau gouvernement, un gouvernement dit de combat avant la présidentielle de 2020, une nouvelle équipe largement dominée par sa formation politique et ouverte aux personnalités favorables à son projet de grand parti unifié. Les détails. Avec 41 ministres et secrétaires d'État, contre 34 pour le précédent gouvernement, mais sans grand changement, le président a reconduit les barons du RDR, Amadou Gon Coulibaly comme Premier ministre, Ahmed Bakayoko à la Défense, Marcel Amotano aux Affaires étrangères et Kandia Camara à l'Éducation nationale. Albert Touakus Mabry, président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, est de retour au cabinet avec le portefeuille de l'enseignement supérieur et de la recherche. Aussi, le président ivoirien a-t-il gardé au gouvernement les ministres PDCI qui se sont déclarés favorables au RHDP, notamment Kobedan Kwasi Adjoumani, qui a lancé un mouvement dissident à l'intérieur de son parti, voulant rassembler les pro-RHDP. Le gouvernement voit l'entrée notable d'un vice-président du PDCI, Eugène Awele Aka, comme ministre de la Santé. C'est un gouvernement très politique, un gouvernement de combat avant la présidentielle de 2020 pour le politologue Ousmane Zina. Cela paraissait compliqué de se passer du PDCI, vu son poids électoral. Ouattara ne tranche pas, il se donne du temps et il maintient le débat au sein du PDCI sur la question du parti unifié. En effet, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, s'oppose à la création du parti unifié, ce qui provoque une crise au sein de la coalition au pouvoir et qui a suscité la dissolution du gouvernement.
Il réclame un retour d'ascenseur pour la présidentielle de 2020, que le RDR soutienne un candidat unique issu du PDCI après que le PDCI eut soutenu Ouattara au scrutin de 2010 et de 2015. Mais le RDR refuse. Lors de la réunion de son bureau politique lundi, le parti présidentiel a même demandé au président Ouattara d'accepter d'être le président du parti unifié RHDP lorsqu'il sera effectivement créé. L'Éthiopie et l'Érythrée ont signé en début de semaine une déclaration conjointe de paix et d'amitié après plus de 20 années de guerre. Une déclaration qui s'inscrit dans un plan stratégique plus vaste. Plus de précision à travers ces images. Après plus de 20 ans de guerre, l'Éthiopie et l'Érythrée ont signé une déclaration conjointe de paix et d'amitié. Ce test historique formalisant le rapprochement prévoit une reprise du commerce, des transports et des télécommunications, ainsi que le rétablissement des liens diplomatiques et la mise en œuvre de l'accord international sur le respect de la frontière. Signé ce lundi et parrainé par les États-Unis, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, la déclaration s'inscrit dans un vaste plan de stabilisation de la Corne de l'Afrique, dont l'objectif est de daber le pion à la Chine au niveau économique et consolider l'alliance contre l'Iran au niveau géopolitique. Pendant des mois, les trois pays ont ainsi négocié une possible paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie pour que ce conflit latent ne soit plus un facteur de trouble dans la région. Il faut dire que l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed en février dernier a apaisé les tensions. En raison de son appartenance à l'ethnie Oromo, le nouveau Premier ministre éthiopien a de fait mis fin à une inimitié de plus de 20 ans entre le président érythréen et les Tigréens alors au pouvoir. Autre signe de cette volonté d'apaisement, l'Éthiopie a déclaré avoir formellement demandé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, en visite ce lundi à Addis Abeba, que soient levées les sanctions de l'ONU à l'encontre de l'Érythrée. Ces sanctions, adoptées en 2009, en raison notamment du soutien présumé d'Asmara aux islamistes somaliens Chebab, imposent notamment des gels d'avoirs et des interdictions de voyage à l'étranger pour des responsables politiques et militaires, ainsi qu'un embargo sur les armes. Au Mozambique, 4 personnes ont été tuées puis décapitées le week-end écoulé. C'était au cours d'une attaque imputée au groupe islamiste qui sème la terreur depuis plusieurs mois dans le nord du pays. Cette attaque, il faut le préciser, intervient une semaine après une visite dans la région du président mozambicain Filipe Nyusi. Reportage. Nouvelle attaque djihadiste au Mozambique. L'incident s'est produit dans la soirée de ce samedi dans des fermes situées au nord du pays. Le bilan fait état de 4 hommes tués et décapités, un homme blessé par balle qui a réussi à s'échapper et actuellement hospitalisé. Les assaillants ont également incendié 5 maisons dans la région. Des faits que la police nationale s'est toutefois refusé de confirmer, assurant qu'une enquête est en cours. Si l'identité des auteurs de l'attaque n'a pas encore été confirmée, elle est d'ores et déjà imputée aux islamistes désignés par la population sous le nom de Shabab. Il s'agit d'un groupe de jeunes musulmans radicaux qui a tué depuis son émergence en octobre plus d'une quarantaine de civils, brûlé des villages et contré des milliers de leurs habitants à l'Ezode. Cette nouvelle attaque intervient quelques jours après une visite dans le district de Palma, à quelques kilomètres de là du président Nyusi, qui a promis de neutraliser ce groupe. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi.